Donc nous avons accompagné les jeunes tout au long de leur périple, en quelque sorte, euh, de la partie de chasse, du début de leur aventure malheureuse, la journée de chasse, tranquille, et le lendemain, leurs arrestations aux uns et aux autres. On a vu donc les conditions dans lesquelles ils ont été interrogés. Ensuite, on a vu un petit peu la façon dont les gens ont réagi ou n'ont pas réagi. Et bon, finalement, on arrive à la fin de leur première étape de leur périple, on arrive à la prison. Donc l'épisode que vous allez voir aujourd'hui, euh, voilà, relate leur arrivée de la prison et j'ai choisi de vous montrer ça parce que vous verrez, il y a deux, trois personnes interviewées qui témoignent de la façon dont ils ont été interrogés durant 8-10 jours. Je dois vous signaler aussi que un juge d'instruction avait été commis dès le début de l'affaire, dès la recherche du corps du garde Boitard. Un juge d'instruction, on y reviendra, qui s'appelle Hollon, et qui avait 27 ans et qui tout de suite a été, comment je pourrais dire, a subi les pressions de Lobody, qui s'est imposé là et qui a surtout imposé les directives, les directions qu'allait prendre l'enquête. C'est des choses qu'il a imposées auprès du commissaire de police et donc du juge d'instruction. Le juge d'instruction a été assez peu présent tout au long des interrogatoires. À la fin, il a convoqué les jeunes et pour qu'ils confirment ce qu'ils avaient avoué. D'ailleurs, les jeunes ont été obligés de confirmer ce qu'ils venaient d'avouer auprès des policiers. Ils étaient dans un tel état de fatigue, délabrement épouvantable qu'ils ont confirmé auprès du juge d'instruction. D'ailleurs, au cours de leur audition, il y avait les policiers dans la salle. Donc tous diront qu'ils étaient à la fois épuisés et à la fois tout à fait peureux, encore en prise avec la peur des policiers. Et c'est des confirmations de ce qu'on leur a extorqué, des confirmations qui vont compter pour le procès, parce qu'évidemment, lors du procès, l'avocat de la partie civile ne va pas manquer d'indiquer que en fait, ils ont avoué deux fois, une fois avec les policiers, une fois avec le juge d'instruction. Mais bon, voilà les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces choses-là. Je voulais aussi vous dire que, donc, avant de partir à la prison, mais Émile Thibault l'explique très bien, ils ont été invités les uns après les autres à venir, pas reconstituer le crime, mais en quelque sorte de revenir sur les lieux et confirmer ce qu'ils avaient fait, etc., ce qu'ils sont incapables de faire. Mais Émile Thibault va vous l'expliquer. Dans les fois prochaines, on étudiera un peu en détail, puisque là je suis resté aux côtés des jeunes. Les fois prochaines, on étudiera un peu en détail l'enquête. C'est-à-dire que je voudrais vous montrer ce qui a été reconnu, ce qui a été retenu comme scénario par le body d'abord, et par les enquêteurs, les policiers, les gendarmes et le juge d'instruction. Un scénario qui avait été préétabli ou qui s'est dessiné au fur et à mesure, je ne sais pas. En tous les cas, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment cette enquête, entre guillemets, a été menée, quelles étaient leurs incohérences, les contradictions, les impossibilités, etc. Ce sera donc l'objet des épisodes suivants. On est au 8 janvier, environ 2-3 heures d'après-midi, j'en sais rien. Les uns après les autres. On a été conduits sur les lieux où a été retrouvé M. Boitard, à quelque chose près. Moi, ils ne m'ont pas emmené jusqu'au bout, ils m'ont dit, M. Boitard, il a été retrouvé là-bas. Tu te rappelles, hein, c'était là-bas. J'ai jamais été là-bas. La première fois, moi j'étais chez Grosjean, mais de l'endroit où nous chassions chez Grosjean, à l'endroit où a été retrouvé M. Boitard, il y a près de 2 kilomètres qui séparent. J'étais chez Grosjean, d'accord. Non, 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 non. T'étais pas là, t'étais là. Bon. Alors, les uns après les autres, on a été conduits
j'étais tout seul. J'étais tout seul. Mais celui qui m'a emmené, je me rappelle qui c'est. Il y avait le commissaire Darrow, puis l'autre. Et le chauffeur de la voiture, il est toujours de ce monde. Ceux qui sont morts. Darrow est mort. Bon, il est paix à son âme. Moi, il est mort, je ne parle plus de lui. Je parle parce que je suis obligé de dire quelque chose de lui, de ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais maintenant, c'est terminé pour lui. Mais le chauffeur de la voiture, c'était un gendarme de Mézières-en-Brenne qui s'appelle Pinal, qui est toujours du monde. Il habite Luzançay. Des fois, vous alliez le voir, ce garçon-là. Vous avez reçu. Il faut le voir, vous allez voir le personnage. Vous allez voir son comportement, sa façon de parler de l'affaire. Moi, vous savez, je suis très libre pour en parler de l'affaire. Parce que ça ne me gêne pas du tout. J'ai eu à en parler à toutes sortes de gens dans notre société. J'ai couché sur la paillasse avec toutes sortes de gens. Puis j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des grands personnages. Parce qu'on est né dans de bonnes familles. C'est ça le privilège qu'on a eu. C'est d'être né dans une belle famille, et les uns et les autres. Alors, on est au retour de cette visite sur les lieux où M. Boitard a été retrouvé, on a tous été groupés devant la gendarmerie, là. Alors on s'est tous retrouvés, là. Il y avait donc les 8 camarades. Moi, j'ai été trouvé Darrow. Ah, mais je ne pouvais pas avaler tout ça, monsieur, vous comprenez. Ils étaient là, les policiers pirillaient, ils étaient affaires de voir ça. J'ai été le trouver. Je dis, monsieur le commissaire, la justice n'est pas faite pour les chiens. On est de revue, on se reverra un de ces jours. Croyez-moi. Puis je pensais bien, ils étaient souverains, ils étaient les maîtres. Ils m'ont expédié vite fait dans une voiture, et puis direction Châteauroux, on est arrivé à Châteauroux, mais il faisait nuit. À la prison. À la prison, très tard. Le courrier. Quand les jeunes gens sont arrivés, ils avaient tous, on leur a flanqué une couverture sur la tête. J'ai jamais vu aucun détenu arriver avec une couverture sur la tête. Et j'ai fait 9 ans de tôle. Même des jeunes? Même des jeunes, n'importe, des jeunes, des vieux. J'en avais jamais vu avant, j'en ai jamais vu après rentrer à la maison d'arrêt avec des couvertures sur la tête. Pourquoi? Vous vous souvenez de votre arrivée donc à la prison de Châteauroux? C'est le soir du 8 janvier, quoi, bien sûr. Quand on est arrivé à la prison, puisqu'il y avait personne, il y avait 2 gardiens de service de nuit, bien entendu, c'était gardien brigadier Rougeron et Villemont, qui est mort. Rougeron, je sais pas. On l'a vu. Oui, il est toujours en pleine forme. Eh bien, il nous a vus arriver. C'est eux qui nous ont déshabillés, puisqu'il fallait, vous voyez, et c'est eux qui ont vu tout. Comment on était, tous, autant qu'on était. Vous ne pouviez pas vous déshabiller? Ah ben, si, on aurait pu, mais enfin, eux, vous voyez, ils l'ont regardé, parce qu'il fallait qu'on change de linge. Vous voyez, c'était vraiment tout. Parce que 8 jours sans vous changer de linge, je vais vous dire une chose, hein. On a été 8 jours comme. Ben, en arrivant à la prison, on nous a je vais vous dire, ils nous ont dit, allez, enlevez vos affaires, enlevez celle-ci, ils nous ont mis d'autres. Ils l'ont vu dans l'état que nous étions. Ils étaient tous pleins premièrement au point de vue habit, tous pleins de poussière, tous pleins comme s'ils avaient couché par terre, quoi. Oui. Ces choses je crois que c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Et puis, c'est la police de Limoges qui vous a ramené. Hein. Oui. Ouais. Alors, une chose qui s'est passée, c'est qu'ils voulaient simplement signer avant que les écrous soient faits. C'est-à-dire? Avant que comme ils étaient 8, Oui. alors il fallait tout de même enregistrer les 8, faire les écrous, quoi. Oui. Hein. Si bien que j'ai dit, monsieur, vous attendrez que les écrous soient faits pour signer, c'est tout. Allez, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, elle est tombée là avec des braves gens, des braves types, mais eux, ils ont fait leur boulot, parce qu'ils ont fait leur travail. Moi, j'ai été mis dans une cellule avec chiche. D'abord, à poil. On vous humilie, on vous abaisse, comme ils ont toujours fait, eux. Parce qu'ils nous ont fait déshabiller, je ne sais pas combien de fois. Les flics, à Mézières-en-Brenne, habillés, déshabille-toi, déshabillé, pan. Incroyable, ça, mais on ne peut pas se faire idée de ça, monsieur. Il faut le vivre comme on l'a vécu, vous comprenez?
Puis alors après, on les a passés à la douche, avec mon camarade Villemont, qui est décédé à présent. Et parmi les constatations qu'on a fait, Villemont et moi, il y en avait deux principalement. Lui, et puis Gervais. Non, Émile. Émile Thibault. Gervais Thibault. Émile. Ils avaient tous les deux les filets de sang derrière l'oreille. C'est à se demander si ça n'a pas eu des oreilles vraiment tirées. Mais le plus touché de la bande, c'était Émile Thibault. Alors lui, c'était comme un zèbre, vous savez. Il avait reçu sans doute des coups de cravache. Des coups de cravache. Moi, j'ai dit ça, hein, parce que ça ressemblait à ça. Vraiment. C'est à lui le plus moché. Pour une bonne raison, nous, on était des gamins. On avait 19 ans, alors qu'Émile, il avait quand même 26 ans. Alors, il a eu le choc plus longtemps. Hein. Alors, automatiquement, il avait été traité en conséquence, vous voyez. Oui. Hein. Et le résultat de ce traitement-là, M. Rougeron a pu le constater lorsqu'il est arrivé, puisque vous disiez tout à l'heure qu'Émile Thibault, c'était celui qui était dans le pire état. Ah, c'est lui qui était le plus amoché. Et ça se voyait comme ça. Ah bah, ça se voyait, ça. D'abord, il était tuméfié de la figure un peu, mais c'était surtout le dos. Moi, ça m'a fait l'effet qu'il avait reçu des coups de trique. Je ne sais pas si ça se faisait. Il servait à tout ce qu'ils avaient sous la main. Et il a été envoyé en cellule ou il a été directement envoyé à l'infirmerie Le premier jour, vous savez, hein, c'est que quand mademoiselle Bellu est venue, qu'on l'a mis à l'infirmerie. Hein? Vous vous souvenez d'avoir vu une infirmière? Ah ben le lendemain, oui. Mademoiselle Beigneux. Oui. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Ben vraiment, cette femme, hein. Elle, comme a dit, ben écoute, mon petit Raymond, je me rappellerai toujours, hein, que je lui ai sauté au bras même, autant que je lui ai dit, ben écoutez, madame, je ne sais pas si c'était, qui c'était, je ne savais même pas qui c'était cette femme. Et je lui ai dit, mais on est innocent, je suis innocent, parce qu'on n'a pas tué le garde de chasse. On ne l'a même pas vu. Et ça a été une femme vraiment qui a toujours été notre... Le 9 janvier 1947, quand je suis arrivée le matin, le chef me dit, j'avais 30 et quelques années quand même à ce moment-là, ma petite fille, il m'appelait sa petite fille parce qu'il était près de la retraite, ma petite fille, vous allez avoir du travail. Alors je dis pourquoi? Il dit les chasseurs de Messières sont arrivés. Ah, je dis les as. Il me dit attendez, vous allez aller les visiter et puis après vous me donnerez votre opinion. Alors c'est M. Villemont, que vous connaissez bien, M. Villemont, qui m'a accompagnée. Et alors il a commencé à ouvrir la cellule parce qu'il était dans des cellules avec des serrures comme ça. C'était épouvantable. Il faisait froid, un froid. C'était affreux. Et alors, il ouvre la porte et il y avait un grand jeune homme blond qui s'est reculé dans le mur. Je crois que le mur aurait été à 10 km, il se reculait, il avait l'air terrorisé. Alors, il me dit, c'est Miss. Ah, j'ai dit le présumé. Oh non, madame, mais il ne pleurait pas, lui. Il me dit, oh non, madame, je n'ai pas tué. Je n'ai jamais tué. Je vous le jure, mais je vous crois. Mais il avait l'air triste. Puis alors, il avait un par-dessus, les boutons arrachés, tout déchiré, dans un état. C'était pitoyable. Bon, ça m'avait déjà pas mis bien en joie, je vous assure. Il dit maintenant, on va aller voir le petit. Il ouvre la porte. Alors le petit, lui, il était dans le fond. Il se précipite à mon cou, se met sa tête là, sur mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai rétréci 7 cm. Je suis comme le linge, le lavage, je rétrécis. Je faisais 1,57 m, je portais des talons. Alors je me trouvais plus grande que le petit Gabriel. Il a mis sa tête, il m'a dit, madame, j'ai pas tué, je vous jure, j'ai pas tué. Et il pleurait. Moi, monsieur Villemont vous a pris par la main, vous a fait asseoir et puis m'a emmené. On pleurait tous deux. Ah ça, vous savez,
Je ne peux pas oublier ça. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Dans une demi-heure, je serai peut-être partie. Je peux vivre 10 ans, je ne sais pas. Mais ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Le 8 et le 9 janvier 1947, je ne peux pas oublier ça. Et je vous assure que je suis cardiaque, mais des choses comme ça, ben, ça en donne un coup. Vous avez pu vérifier dans quel état de santé bien, ils sont arrivés? Il était tout bleu. Gabriel? Gabriel avait des marques, je ne sais plus trop où. Vous aurez C'est- dû me saigner en dessous. En dessous, oui. Et puis alors, le grand était marqué aussi. Il était marqué au visage. Et sur le corps. Et sur le corps, oui. Sur le corps, parce que j'ai vu Émile Thibault. Émile Thibault, oui. Il avait des côtes de cassé, lui. Alors vous savez, c'était bleu. Ça, je m'en rappelle. J'étais sur une paillasse avec Chicherie. On ne pouvait plus bouger. Le lendemain matin, on était isolés. On nous a mis à l'isolement. Chicherie ne pouvait plus parler non plus. Il avait les côtes cassées comme moi. Il était brisé. On était brisés. Chicherie et moi, on était marque-scandés. Chicherie avait 6 mois de plus que moi. On était du même âge. Et puis, Vous étiez les plus âgés. on était les plus âgés. J'avais 26 ans. Et puis, bon, ça, on est donc le 8 janvier, le 9 janvier, la prison, tout ça. On est en prison, on est perdu. Ah oui, mais moi, c'est que je crachais le sang. Les côtés étaient cassés. Hein. Puis ça allait pas du tout. Hein. Plus ça allait, plus j'avançais, plus je chutais. Hein. Est-ce que vous vous souvenez particulièrement de l'état des mains des prisonniers, s'ils avaient des blessures aux mains, s'ils avaient... Là, j'étais bleutée. Au niveau des dernières Vous avez phalanges. fait éclater les phalanges. Là. Là. Ça, ouais. Là, comme ça, là. D'ailleurs, je leur passais de la pommade. Ouais. Je leur faisais mettre une pommade que le docteur avait donnée. Et Raymond m'a dit, on me faisait faire la prière des Juifs. Jamais j'avais entendu dire ça. Il paraît que c'est très, très douloureux. On leur met des règles dans les doigts. Entre les doigts, là, comme ça. Oui. Puis- J'avais jamais entendu ça. Il paraît que c'est douloureux. Alors, on leur a tordu les parties. Mais ça laisse pas de traces. Mhm. Moi, ça m'en a agacé parce que... Mais il sentait. Mhm. Et vous, de la façon qu'une partie est tordue, ça fait très très mal. Ça revient après, quelques temps après, à l'état normal, la couleur, l'état normal. J'avais les oreilles décollées, on était Oui. tout tuméfiés, on avait les yeux complètement noirs et tout. Hein. Bon, ben, j'avais une partie qui était écrasée, hein, et j'en ai plus qu'une, c'est le cas de le dire. Alors vous voyez un peu, les cartilages des doigts avaient pété, vous les voyez encore aujourd'hui et tout. Hein. Alors, on était vraiment complètement mâchés, quoi. Le 25 mars 1947. Alors là, écoutez, vous voyez, je pèse 70 kilos. Vous enlevez 30 kilos sur ce que vous voyez. Voilà ce qui restait en 1947 des 1000 kilos. C'est d'ailleurs 42 kilos environ. Le 25 mars 1947, on m'a emmené au cabanon de l'hôpital, un cabanon cellulaire. Là rien que pour des détenus. On m'a créé un pneumothorax en prison. J'étais en prison. On m'a fait un pneumothorax. Le docteur est venu nous voir, le docteur Gado à l'époque. Et lui s'est retranché derrière le secret professionnel. Il n'a jamais voulu dire dans l'état où il nous a trouvés à la prison. Il a essayé de mettre ça sur le dos des gardiens de prison. Monsieur Rougeron peut le dire. Comment il s'appelait déjà le chef à l'époque? Monsieur Torreux. Ah, Torreux, oui. Un breton, C'est un breton, on peut se rien faire. à l'embouchure de Harance. Un type comme ça. Le lendemain, il dit à mademoiselle Baigneux, il dit, vous avez du travail à faire. Alors il les a pris tous les uns après les autres, puis il les a soignés. Le lendemain qu'ils sont arrivés, on a fait venir le médecin. Il les a constatés. Et malheureusement, le docteur, il est décédé il y a longtemps. Docteur Gado, c'est Docteur Gano. Mais il y a donc eu quand même des papiers établis par le docteur qui vous permettaient de dire ils étaient dans cet état-là quand ils sont Tout arrivés. simplement. Puis il y a un registre.
Et alors, certains ont fait courir le bruit que c'était les gardiens, les surveillants de prison qui les avaient abîmés, quoi. Tout simplement. Pour eux, se couvrir. Oui. Le commissaire Darros, c'était pour se couvrir. Les Ils couvrir, faisaient couvrir ce bruit-là après, en disant, ben, quand ils ont vu naturellement le beau travail qu'ils avaient fait, eh ben, ils ont voulu faire mettre ça sur le dos des surveillants de prison. Alors que les surveillants de prison, on n'a jamais eu à se plaindre de quoi que ce soit d'eux, et tout, hein, pas plus moi que les autres, parce qu'il y en a jamais un qui a cru à notre culpabilité. Finalement, quelle a été votre impression, d'après ce que vous nous avez dit Alors- au départ, en fonction de ce qui avait été dit? Quand M. Toreux, quand je suis Oui. revenue avec M. Oui. Villemont, il en avait mis 2 ou 3, il les avait séparés, parce qu'il y avait les ateliers qu'il appelait ça. Alors il y en avait 2 dans un atelier, 3 dans un autre, les 2 Thibault étaient séparés. Et Émile, on l'avait mis à l'infirmerie. Alors quand je suis arrivée, M. Toreux m'a vue, ben, j'avais les larmes aux yeux. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, oui, vous aviez raison. Il dit, vous savez, c'est pas à moi, il dit qu'il faut dire ça. Il dit, je suis prête à prendre ma retraite, et j'en ai vu. Et c'était un Breton. Et il arrivait, il avait fait plusieurs maisons de retraite, maisons d'arrêt. Mais il dit, ces enfants-là ne sont pas coupables. Je dis, moi, c'est effectivement, ça, je ne peux pas le croire, je ne le croirai jamais. Des enfants comme ça ne peuvent pas être assassins. Franchement, au début, on ne savait pas quoi penser. Moi, j'ai pensé qu'ils étaient, et puis tous, on a tous pensé que ces petits gars étaient innocents, vu leur comportement. Et en quoi il vous a amené à penser qu'ils étaient innocents? Quel comportement ils avaient? Ben, écoutez, s'ils avaient quelque chose sur la conscience, ils ne seraient pas comportés comme ils se sont comportés. C'est-à-dire? Jamais on a eu ça à leur dire. Puis lui, on l'a employé au service général, quand l'instruction était finie. Gervais, on l'a foutu à la cuisine. C'était des prisonniers modèles, des... Ben oui, moi, on a compris, le chef et puis tous, on a compris ces petits gars-là, à notre avis, ils n'étaient pas coupables. Est-ce que vous vous souvenez si il y a eu, à l'époque, dans la façon dont ils présentaient leur version, des contradictions entre les différents témoignages? Parmi eux? Oui. Non. Tous disaient? Non, aucun. Ils disaient tous pareil. Tous pareils, même quand ils étaient séparés. Oui. Est-ce que cette arrivée de prisonniers qui visiblement ont été tabassés par des policiers, est-ce que c'était fréquent? Est-ce qu'il était habituel de voir arriver des... Non, c'est très rare. C'est très rare. Oh, moi, j'ai pas souvenance de ça. C'est donc une affaire Exceptionnel. exceptionnelle. À mon avis.